Si je devais qualifier, n'utiliser qu'un seul mot pour qualifier cette course en ligne des Jeux Olympiques, qui est donc ce samedi, je dirais atypique, voire même unique, tout du moins dans le cyclisme moderne. Alors, si on devait trouver une course qui se rapproche un peu de ce parcours, je pense qu'à l'Amstel Gold Race. Un peu moins technique, parce que ça tourne vraiment beaucoup aux Pays-Bas, un peu moins difficile, quand même, les côtes sont un peu moins raides, il y a un peu moins de dénivelé globalement. C'est un peu plus long, une trentaine de bornes de plus quand même, ça compte. Mais voilà, si on devait se situer, c'est un peu un Amstel Gold Race dans les, dans les rues de Paris et de l'Île-de-France. Et on sait que c'est une course qui, déjà, elle, malgré une participation classique, des équipes de 7 au départ, le World Tour, etc., est difficile à lire tactiquement. Tout peut s'y passer. Et donc là, imaginez un Amstel Gold Race disputé avec des équipes nationales de 1, 2, 3 ou 4 coureurs. C'est impronosticable. Alors, c'est une course vraiment très longue, 280 bornes, mais paradoxalement, il ne faudra pas hésiter à être vigilant dès le départ. Ça va vraiment être très, très long, physiquement, nerveusement, au niveau de l'attention. Il n'y aura pas d'oreillette, c'est un facteur important, donc il faut réagir très vite. Il ne faut pas attendre que dans l'ordre, on nous dise bah, vas-y, va rouler, machin. Non, il va falloir être très, très vigilant. Petit peloton, 90 coureurs, assez vite une soixantaine, donc ça ne va pas frotter énormément, mais vraiment une attention constante dès le kilomètre zéro, et pas seulement des outsiders, mais des grands favoris également. Est-ce que ça va se décanter au bout de 20 bornes, 30 bornes? On n'espère pas, quand même, on va un peu plus de suspense. Ou est-ce qu'il faudra attendre la dernière ascension de la rue Le Pic avant de replonger sur la ligne d'arrivée? J'en sais rien et on n'en sait rien. Ça doit cogiter fortement dans la tête des DS. Donc, on voit dans la composition des équipes qu'il n'y a pas forcément, sauf les Pays-Bas, il n'y a pas forcément un leader qui se détache. Donc, je vais parler des Pays-Bas. Il y a Mathieu Van Der Poel, évidemment. On a un Van Baarle, quand même, qui a remporté pas Roubaix. C'est pas rien, mais bon, on sent qu'il est là en tant qu'équipier. Et au cas où. Et on a Dan Houle, qui lui, je pense, que parmi tous les participants à ces Jeux Olympiques, lui, il sait, c'est l'un des rares à savoir qu'il va falloir qu'il roule. Pour tous les autres, on constate qu'en fait, il y a des leaders pour chaque moment, pour chaque scénario, en fait. Est-ce que ça part dans la première heure, deuxième heure de course? Dans ces cas-là, le leader, ça va être tel coureur. Si ça se décante plutôt à l'approche de Paris, donc vers le 150e, 200e kilomètre, on a un autre coureur qui peut rentrer en jeu. Si ça doit partir au début, dans le premier tour, deuxième tour dans Paris, ce sera un autre leader. Et si ça doit se disputer au sprint, petit comité, ce ne sera pas un sprint massif, et ben dans ces cas-là, ce sera la quatrième carte pour ceux, les rares équipes, elles ne sont que 5, à avoir 4 coureurs au départ. On a deux équipes qui peuvent illustrer mes propos à deux échelles un petit peu différentes. Je vais parler de la Belgique d'abord, qui est l'équipe quand même numéro 1 ici, avec Remco Evenepoel qui vient de remporter le chrono, Van Aert quand même troisième, Stuyven très fort, Benoît également. Donc, allez, peut-être un Benoît dans la première partie, puis Stuyven a le droit aussi d'intervenir, puis Remco au début jusqu'à peut-être 20 bornes de l'arrivée où on se dit non, bon, bah, ça va arriver au sprint. Dans ces cas-là, c'est pour Van Aert. Et nous, en France, c'est un peu la même chose. Je pense qu'un Kevin Vauquelin va être parmi les premiers à, si jamais ça attaque, pas forcément lui attaquer, mais si ça attaque, suivre. Je parle des grosses nations, évidemment. S'il y a un Belge, un Italien, un Britannique qui s'échappe, il faut y aller, pas le choix. Ensuite, on peut faire entrer en jeu encore comme Valentin Madouas, puis un Julien Alaphilippe, pareil, au début du circuit dans Paris. Et à la fin, si on se dit, bon, sprint en petit comité, tout pour Christophe Laporte. Bah, ces deux équipes-là, moi, j'imagine que c'est comme ça que ça va se goupiller. Après, évidemment, si Remco Evenepoel se glisse dans une échelle au bout de 30 km, ça peut mettre un petit peu le bordel. Il faut y rajouter la chaleur, certainement. Il fait chaud, il fait lourd, et surtout, il fait très humide. Le final, là, dans les rues de Paris, on sait qu'en ville, il fait encore plus chaud, ça peut être une fournaise, il y a très peu de vent, la réverbération de la route et tout. Donc, ça va être un facteur dont tu vas pouvoir tenir compte. Les équipes vont devoir s'organiser aussi pour ravitailler les coureurs un maximum en plaçant des gens tout au long du circuit. D'ailleurs, je serai sur place. Si un coureur veut un bidon, j'en aurai quelques-uns. Donc, évidemment, ça va être aussi un facteur très important et on sait que ça compte. Certains coureurs supportent mieux la chaleur que d'autres. Mathieu Van Der Poel pas forcément, la supporte pas forcément très bien, par exemple. À l'époque, Pogacar, il n'est pas là, mais on a vu qu'il a coincé à cause de la chaleur. Donc, c'est un vrai facteur important en vue de cette course samedi. Bon, il va falloir quand même se lancer dans les pronostics, même si j'ai dit que c'était un pronosticable, mais plus un pronosticable dans le scénario finalement que dans les vainqueurs. Allez, moi, j'aimerais bien quand même une course qui se décante, qui soit animée, offensive, etc. Mais qu'on ait allez, 3-4 mecs échappés et une trentaine de gars donc au bout de 200, 220 km. En gros, on va aborder Paris et la Côte des Gardes au retour à peu près au kilomètre 200. Il restera 75 bornes. Et allez, mon favori, c'est Remco Evenepoel. C'était mon favori en début de saison. Rappelez-vous, quand un petit jeu des pronostics, c'était mon favori pour le chrono. Sur ce qu'il a montré, il aura encore mieux récupéré de son Tour de France.
Et c'est vraiment ça aura peut-être moins été mon favori avec un schéma classique des équipes de 7 et cetera. Un championnat du monde, par exemple, disputé sur ce même parcours avec des équipes de 6, 7 ou 8 coureurs, ça aura plus été Mathieu Van Der Poel. Là, je me dis que si Remco prend 10 mètres d'avance, qui va rouler? Lui, il aime quand même la chaleur, il aime les parcours, longs, les épreuves longues, il aime ce genre de difficultés, il est en forme évidemment, on l'a vu. Donc je mettrais Remco favori numéro 1 et la petite inconnue parce qu'on ne sait pas trop où il en est, Mathieu Van Der Poel, mais évidemment, quand il est au départ d'une course de ce genre, Mathieu Van Der Poel fait partie des favoris. Dès que j'ai pris connaissance, de ce parcours, particulier, notamment dans les rues de Paris, la partie intramuros de ces jeux olympiques, j'ai tout de suite eu cette image en tête, bon, vous savez que je l'aime bien, mais de Remco Evenepoel lancé, tout seul, à pleine vitesse dans ces grands bouts droits, parce qu'il y a quand même plus de bouts droits, pour vous situer qu'à Glasgow l'an passé lors des championnats du monde remportés par Mathieu Van Der Poel. C'est un peu technique forcément, c'est urbain, mais beaucoup moins que l'an passé et normalement il ne devrait pas pleuvoir. Donc j'ai tout de suite pensé à Remco Evenepoel là qui va creuser, qui va prendre 10-20 mètres, personne pour y aller et c'est parti. Même à 50-60 bornes de l'arrivée, il en est parfaitement capable évidemment, il l'a déjà fait. Et évidemment, sa victoire lors du contre-la-montre m'a conforté, dans cette idée. C'est pour ça que c'est pour moi le grand favori. Encore une fois, ça l'aura peut-être été un petit peu moins dans un contexte classique avec des équipes au complet. Mais là, une fois qu'il aura pris ses 10 mètres, et ben, bon courage.